So for our next speakers, I would like to introduce Alexis de Talouet, solution architect at Red Hat. His in-depth understanding of telecommunication architectures enables him to create efficient and automated solutions. And he's here today to talk about vers une plateforme cloud-native durable, un changement de paradigme pour la responsabilité environnementale. All right, so in the meantime, bonjour à tous, je m'appelle Alexis de Talouet, je suis architecte de solutions chez Red Hat. Aujourd'hui, je vais parler en français. I'm going to speak in French, so I don't know how many of you speak English. Please come to me if you have questions about the topic. On va parler d'environnement, on va parler de plateformes éco-responsables. Qui dans la salle gère des plateformes? Ah, il y a quand même pas mal de monde, super. Et qui dans la salle est développeur? Hey, il y a beaucoup de monde aussi. Bon, ce talk, c'est sûr que c'est plus intéressant pour les personnes qui gèrent des plateformes que pour les développeurs, mais j'ai quand même un petit quelque chose pour les développeurs parce qu'on peut développer du code et faire en sorte que son code ait un footprint d'un point de vue éco-responsabilité minimum. Un petit disclaimer, j'ai jamais parlé de ce sujet en français, c'est la première fois avec vous tous aujourd'hui, alors les anglicismes, il faut me pardonner. C'est pas un sujet nécessairement facile à parler en français quand on n'a pas l'habitude. Et là, j'aimerais qu'il y ait un Gen AI bot qui soit capable de raconter des blagues, parce que ça devient difficile. Ah, tu veux le mien? Ça dérange pas. Tiens. Qui dans la salle, parmi vous, connaît Red Hat? Ok, bon, à peu près tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Red Hat, on édite des logiciels qui sont open source et tout ce qu'on fait en fait est public, open source, disponible sur GitHub ou différents types de repositories. Donc voilà, tout ce dont je vais parler aujourd'hui existe dans les communautés upstream parce que c'est comme ça qu'on opère chez Red Hat. Bon, pendant qu'on figure les slides, je vais commencer un peu à parler, histoire que le temps avance. Qui parmi vous connaît le protocole de gaz à effet de serre? Ou en a entendu parler? Ok, ça va être difficile. Bon, alors on va s'accrocher, je vais essayer de rendre ça intéressant. Le protocole de gaz à effet de serre, en fait, il a défini 3 différents scopes, ou 3 différents piliers, à partir desquels on peut mesurer qui est celui qui est responsable de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a le premier scope, en fait, qui est celui à partir duquel toutes les émissions qui sont générées pour l'électricité, donc ça c'est le scope 1, toute l'émission qui est générée pour obtenir l'électricité, donc pour vos opérations, scope 1. Le scope numéro 2, c'est toute l'électricité et les CO2 qui ont été émis pour permettre en fait, de gérer vos centres de données, par exemple. Donc là, c'est pour permettre de fournir l'électricité aux différents composants. Et le troisième, c'est le scope qui regarde tout ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement en amont ou en aval. Donc par exemple, si dans votre centre de données, vous avez plein de serveurs et que les serveurs consomment 300 watts, bon, ça, c'est scope numéro 1. Mais pour que ce serveur soit construit, ça a pris une chaîne d'approvisionnement, donc ça a eu évidemment un gros impact, et ça, c'est ce qu'on va classifier dans le scope numéro 3. Pour savoir, parmi vous, dans les organisations que vous représentez aujourd'hui, est-ce que vous avez des objectifs d'environnement éco-responsable, objectifs durables? J'en vois un seul. Ah, quand même. Bon. Faites plaisir à votre employeur, levez la main. On a tous un objectif. L'idée... ok, je vais essayer de faire mon talk sans slide du tout, ça va être difficile. L'idée... J'essaie de voir si jamais mes slides apparaissent. Bon, il semblerait qu'il n'y ait pas de slide. Ok, bon, là j'ai parlé un peu du contexte. C'est comme ça qu'on est capable de catégoriser qui est responsable de l'émission des gaz à effet de serre. Maintenant, vous me demandez pourquoi est-ce que je parle de ça ici, comment est-ce que ça a un impact dans votre quotidien. Les plateformes sur lesquelles vous déployez vos applications consomment de l'énergie à travers les serveurs sur lesquels elles sont déployées. C'est aussi simple que ça. Donc, une application consomme de l'énergie, émet du CO2. Un des gros problèmes qui existent dans l'industrie, quand on veut essayer de quantifier combien est-ce que ma compagnie dégage en termes de CO2, c'est mesurer combien est-ce que mon application dégage de CO2.
Évidemment, mon application, elle roule sur un serveur, le serveur, il est partagé, peut-être qu'il y a une plateforme entre les deux, enfin bref, ça devient très compliqué. Et donc, la capacité de mesurer l'impact énergétique d'une application est très difficile, voire presque inexistante. Et donc, c'est un des sujets sur lesquels Sustainable Computing, qui est une organisation CNCF, a été démarrée. Et c'est une des communautés sur laquelle Red Hat, nous, on est investi à travers un des projets dont je mentionnerai un petit peu plus tard. Ça fonctionne, le problème c'est que l'ordinateur il se lock, fait qu'on perd le signal. Ah, l'ordinateur s'éteint, donc on perd le signal. Soit on déverrouille le lock, Ouais. on peut, si tu envoies la présentation par mail, on peut l'afficher par mail. Ouais, je vais vous l'envoyer par mail, c'est plus simple. Tu peux envoyer à Montréal, à DevOps Days. Ouais. Donnez-moi un petit instant, je vais éventuellement avoir mes slides. C'est toujours plus facile de parler avec des slides. Hein. En tout cas, tu débrouilles super bien sans tes slides. Tu veux dire quoi? Bon. Montréal. Let's go. Ils sont d'accord. Pardon? Ils sont d'accord avec toi. Ah, parfait. Ok, les slides sont partis. Ça va me donner une bonne occasion de demander un nouveau laptop à mon boss. Pas capable de présenter dans les conférences. Bon, où j'en étais? Attendez, je vais regarder mes slides, résultat. Sorry? Pardon? Ah, sustainable, ouais, mais aujourd'hui, on va juste parler de sustainable. Donc, sustainable X, sustainable Y. Je vais vous ennuyer avec sustainability, là. Et il semblerait que mon compteur ait commencé, mais j'ai pas mes slides, donc c'est plus un one-man show. Ok, on a parlé un petit peu du problème, l'incapacité de mesurer, et donc c'est un peu les choses sur lesquelles Red Hat s'implique. Donc l'efficacité énergétique. On vient d'entendre un super talk sur les métriques de façon générale. Quelles métriques observer, que faire avec les métriques, et s'assurer qu'on observe évidemment les valeurs que ça apporte, ainsi que les risques qu'on peut identifier. Donc, d'un point de vue sustainability, c'est exactement la même chose. Il faut des métriques. D'accord? Et donc, ça prend en première cause, oui, voilà, l'observabilité. Qui parmi vous, observabilité, est-ce que c'est un sujet récurrent dans les semaines, dans les réunions? Oui, 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 n'ayez pas peur, je pense que tout le monde a besoin d'observabilité. Observabilité d'un point de vue applicatif, donc comment fonctionne votre application. Observabilité d'un point de vue infrastructure. Et évidemment, j'ai un troisième point que j'ai oublié, j'ai pas mon slide. Ah oui, observabilité d'un point de vue plateforme. Parce que forcément, Red Hat, nous, on fait beaucoup de plateformes de virtualisation ou de conteneurs. Et donc, à partir du moment où on est capable d'aller chercher les métriques d'observabilité sur ces trois composants, on va commencer à être capable de comprendre un peu mieux le contexte général du système dans lequel on opère. Ensuite, la deuxième type de choses qu'on est capable d'aller chercher, c'est vraiment les métriques, les logs ou ce genre de données qui vont aussi être capables de contribuer finalement à bâtir ce contexte. Ok, je suis désolé, hein, je passe mes slides ici, pas là. Hein. Éventuellement, ça va venir. Le deuxième point, c'est la capacité d'analyse. Donc, et puis encore une fois, je suis content que j'ai eu le talk juste avant, parce qu'il a bien préparé tous ces différents piliers. La capacité d'analyse, c'est donc prendre toutes ces données qu'on a extraites de ces différentes catégories et être capable d'aller créer maintenant une analyse de ces données. Et donc l'analyse, elle passe en plusieurs points. Être capable de traiter les données, être capable de modéliser les données, et finalement être capable de prédire qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Extraire l'information utile, c'est ce qu'il y a de plus clé dans cette phase d'analyse. Et puis, c'est un vrai gag, hein. Je suis désolé. For those not speaking English, this is not my fault. I have beautiful slides, but you know what? I'm happy we have an entertaining... je parle en français. Hein. On a du monde qui est très sympathique, donc on s'amuse. Bon, observabilité, métrique. Une fois qu'on a les métriques, la troisième étape, c'est vraiment la capacité devinez, c'est quoi la prochaine étape? Si on a les data, qu'on a été capable d'extraire quelque chose d'intéressant du data, c'est quoi l'étape d'après? Les actions, exactement.
être capable de définir les bonnes actions. Et pour ça, généralement, on a un slide qui raconte ce qu'il faut faire. Je suis désolé, hein, ça va être récurrent. Oui, donc, les actions. Et pour les actions, donc, c'est des actions qui vont nous permettre de faire l'optimisation. Ouais, je suis juste... Ça devenait sportif, là, je vous promets, je commençais vraiment... J'en suis... Ouh là là, on est allé trop loin. Voilà. On en est à l'optimisation. AIOps, ça vous parle un petit peu? Dis donc, j'aurais cru voir tout le monde se lever. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est difficile à adopter, mais tout le monde en parle. Donc l'optimisation, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut optimiser, et puis on va être capable d'aller regarder vraiment plus en détail ces différents niveaux. Je n'ai plus que 13 minutes. Optimisation d'un point de vue des nœuds, optimisation d'un point de vue des clusters, d'un point de vue des systèmes, et finalement optimisation d'un domaine spécifique. Je parlerai peut-être du domaine spécifique parce que je suis un architecte de solutions dédié vraiment aux télécommunications. Donc un de mes domaines de prédilection, c'est la 5G, mais ça s'applique dans n'importe quel type de domaine, c'est ça l'idée. Et la dernière chose, on en parlait dans le talk précédemment, être capable de faire des rapports. Si on se rappelle initialement le problème mentionné, on n'a aucune façon aujourd'hui de mesurer quelle est l'émission CO2 de mon application. Donc faire des rapports, ça permet d'avoir la capacité de dire « voici ce que je consomme ». Et chacune de vos organisations, ou probablement toutes, presque toutes, ont un objectif de devoir montrer ce qu'elles consomment. Et donc c'est là où le côté créer des rapports est important, mais évidemment, il ne faut pas juste créer des rapports et s'assurer que les rapports sont là, il faut être capable d'aller chercher la prochaine étape. Et donc c'est pour ça que c'est une loop, une boucle qui continue et qui s'arrête sans arrêt. Qui s'arrête jamais, pardon. Qui continue sans arrêt. Bon, ouais, durabilité avec Red Hat OpenShift. C'est très applicable sur n'importe quel type de distribution Kubernetes. Il fallait juste que je mette Red Hat OpenShift pour que mon employeur soit heureux. Alors, optimisation. Qui d'entre vous pense savoir ce que c'est SE? Et ça, c'est la traduction. Système d'exploitation. Optimisation du système d'exploitation ou du nœud. Donc, oui, merci. Donc, le système d'exploitation, il y a évidemment différentes pièces dans un système d'exploitation qu'on est capable d'aller optimiser, que ce soit les composantes qui permettent aux applications de consommer. Donc, ça peut être ou le nœud, hein, donc le nœud physique. Ça peut être les cartes graphiques, ça peut être les interfaces réseau, ça peut être la mémoire, ou ça peut être les CPU eux-mêmes. On est capable d'avoir des profils d'économie d'énergie dans un système d'exploitation, donc il faut être capable de comprendre comment est-ce que ça, on peut jouer avec pour réduire plus ou moins la consommation d'énergie. Le deuxième type d'optimisation, c'est d'un point de vue des clusters. Donc ça, c'est vraiment plus l'aspect Kubernetes. Ça peut être des clusters Kubernetes, ça peut être en fait n'importe quel type de cluster ou n'importe quel type de technologie. Dans le cas présent, Kubernetes, il existe de plus en plus de planificateurs spécialisés sensibles à l'énergie. Je lis parce qu'en anglais, c'est Carbon Aware Scheduler. L'idée, c'est d'être capable de dire au scheduler dans Kubernetes, « Ok, mais tiens, regarde ce nœud ou regarde ce cluster, peut-être que tu pourrais déployer l'application là-bas parce que ça va permettre un meilleur usage des ressources. » Parce qu'évidemment, quand un serveur est connecté et qu'il n'y a rien qui roule dessus, il consomme de l'énergie. Vous pouvez commencer à mettre des applications sur le serveur jusqu'à un certain temps où il va toujours consommer le même niveau d'énergie. Et quand on met plus d'applications, éventuellement, il en consomme plus. Donc on veut toujours maximiser les ressources utilisées dans chacun des serveurs, de telle sorte que ce qui consomme par défaut soit au moins consommé parce qu'il y a des applications dessus. Donc c'est un peu ça l'idée d'optimisation des clusters. On va toujours essayer de répartir la charge de travail entre les différents environnements, si possible, pour s'assurer qu'on atteint cet équilibrage entre nœuds et applications. Optimisation des systèmes. Donc ça, c'est la capacité, quand vous avez un système qui est déployé sur différents types d'environnements, cloud, on-prem, plateforme de virtualisation, plateforme de conteneurs, mainframe. Qui a encore des mainframes? N'ayez pas peur, là, tout le monde en a. Bon, là, l'idée, c'est être capable de définir les objectifs. Donc, la présentation qu'on a eue juste avant donne des exemples d'objectifs qu'on peut utiliser. Et à travers ces objectifs,
on peut commencer, si on a parlé un peu de AIOps, on peut commencer à infuser un petit peu d'intelligence artificielle. On regarde ces objectifs, on regarde ce qui se passe et on va être capable d'aller prendre des actions pour optimiser le système. Finalement, la quatrième catégorie, c'est optimisation par domaine. Je vais prendre l'exemple que je connais très bien, qui est les telcos, comme je vous le disais tout à l'heure, avec le réseau d'accès mobile. Tout le monde a un téléphone connecté à une antenne. Bon, on est en train de mettre en place des nouvelles technologies dans ces antennes ou dans toutes ces choses de réseau accès mobile, de telle sorte que quand vous dormez la nuit, en fait, votre téléphone est peut-être connecté à l'antenne, mais il y a zéro trafic. Donc est-ce que l'antenne elle a besoin de consommer autant? Et donc là, dans le domaine juste de mobilité, on est capable de dire, bon, quand le trafic n'est pas là, on va réduire la consommation en réduisant la fréquence des CPU. Vous êtes tous au courant qu'un CPU tourne à une vitesse bien définie. Oui, la fréquence d'un CPU. OK. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, en fait, en l'optimisation du nœud. C'est... qui d'entre vous a entendu parler de P-State, C-State? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Je suis content, je ne suis pas tout seul. Pour les autres, votre processeur a une fréquence, il tourne. Quand vous faites quelque chose, il tourne. Quand vous faites du gaming, vous voulez qu'il tourne encore plus vite pour avoir la prochaine instruction et la traiter le plus rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle le P-State, c'est la rapidité de fréquence de votre processeur. Plus le processeur tourne vite, plus il consomme d'énergie, plus vous émettez du CO2. Lien de cause à effet direct. Mais il y a une deuxième composante qui est le C-State. Votre processeur, quand il attend pour la prochaine instruction mais qui ne fait rien, il est capable d'aller dans un état de sommeil. Okay? Et puis il peut aller dans un état de sommeil plus ou moins élevé. Évidemment, plus il est dans un état de sommeil profond, plus il y a un peu de latence quand la prochaine instruction arrive pour l'exécuter. Donc, en tout cas, P-State, C-State, ce sont deux points fondamentaux clés de la technologie Intel pour être capable d'aller atteindre des objectifs d'éco-responsabilité. Bon, il y a beaucoup de texte, je suis désolé, j'aurais dû mettre des images. Je suis fatigué juste d'avoir tout le texte. Bon, je vais juste parler de un des points de tout ce texte. Qui, dans la salle, utilise... je cherche le mot en français, je ne le trouve pas, donc pardonnez-moi. Pod Autoscaler. Horizontal, vertical. Ouais, parfait. C'est déjà une très bonne étape pour être plus sustainable. La raison veut que, évidemment, si votre application est plus ou moins utilisée, vous allez gérer le trafic ou vous allez gérer la consommation de ressources que votre application utilise. Si c'est dans le cloud public, évidemment, vos gens de finance vont dire, bon, c'est peut-être pour ça que vous l'avez fait. Mais si vous êtes dans un cloud privé, pensez à l'aspect impact environnemental. Ça c'est un petit peu technique, mais c'est un slide que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un petit, mon buzz marketing, là, je m'excuse pour Red Hat, je m'excuse pour le crowd, mais d'un point de vue Red Hat par exemple, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Okay? Vous allez avoir un pod, donc il y a plusieurs conteneurs, qui peut rouler sur des CPU de façon bien, avec un profil bien traditionnel. Mais il y a des pods avec des CPU qui vont devoir rouler à la plus haute vitesse, à la plus haute fréquence. Parce que quand on parle, par exemple, du réseau mobile, on veut du real-time. Donc on ne veut pas que l'application qui traite le trafic du réseau mobile, il attende là. Donc on veut que le CPU, là, il n'y ait rien qui vienne faire des interrupts dessus et on veut qu'il processe en permanence. Mais on ne veut pas configurer tous les CPU du même serveur de la même façon. Sinon, le serveur il va exploser. Enfin, en tout cas, sinon, votre CO2 va exploser. Et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Et donc, on a mis en place dans Cree.io, qui est un des container engine que Red Hat on utilise, des annotations à partir desquelles on est capable d'aller au déploiement du pod, faire le tuning des CPU qui vont être attachés à ce pod. En tout cas, c'est super cool, c'est hyper utile et c'est vraiment la technologie qu'on met en place de plus en plus aujourd'hui pour dire qu'un serveur peut avoir des applications plus génériques avec un profil plus traditionnel et en même temps avoir des applications plus avec des besoins real-time, donc finance, telco et peut-être d'autres besoins. Zoom sur l'écosystème open source. Oui, absolument. Alors, Kepler, Kubernetes-based Efficient Power Level Exporter, c'est un gros nom. C'est ça la réponse de Red Hat pour être capable de mesurer. Je vous parlais du problème tout à l'heure, on n'est pas capable de mesurer
voici un outil que vous pouvez tous aller chercher aujourd'hui. C'est dans CNCF, Sustainable Computing. Vous pouvez aller télécharger Kepler, ça s'installe sur n'importe quel type d'environnement, même les mainframes. Sous le capot, Kepler... attendez, il faut que je me dépêche là. Sous le capot, Kepler utilise eBPF. Vous connaissez eBPF? Un petit peu? Bon, ok. eBPF, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans le noyau Linux. On parlait du kernel tantôt en français, c'est noyau. Dans le noyau Linux, un petit programme qui va être juste là à l'entrée de l'interface. Donc il y a l'interface, eBPF, et puis avant que ça arrive dans le kernel. Ou en fait, ça arrive dans le... Bon, bref. Mais donc, ça permet d'avoir un accès direct aux données avant qu'elles soient processées par tout l'environnement du système. Et donc, c'est comme ça que Kepler est capable d'aller chercher le data et donner donc la capacité d'observer l'environnement. Une belle architecture, hein. Je suis architecte de solutions, moi c'est ça que je fais, juste des slides. Qu'est-ce que je peux dire là-dedans? Cette architecture, vous pouvez la faire avec évidemment tous les projets open source. Peu importe votre infrastructure en dessous, cloud public, cloud privé, edge, VM, conteneur, en tout cas, bon, peu importe. À partir du moment où vous roulez Rails, ça m'importe beaucoup par contre, ou OpenShift. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez rouler n'importe quel Linux, n'importe quel Kubernetes. Vous pouvez installer Kepler, la solution qu'on vient de voir, pour avoir les données. Et en fait, ça vous donne une idée d'un point de vue portfolio Red Hat, comment est-ce qu'on est capable d'aller utiliser ces données pour ensuite définir à travers des modèles et prendre des actions. Et évidemment, je ne l'ai pas traduit, ESG reporting, ça c'est la capacité de faire des rapports pour votre organisation. Ça, c'est une architecture que je trouve assez sympa aussi. C'est plus, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas traduit cette fois-ci, le Carbon Aware Scheduling. On a parlé d'autoscheduler, j'ai vu pas mal de mains levées. Qui utilise KEDA, Kubernetes Event Driven Aware Scheduler? Quelques-uns, cool. Ça permet vraiment, quand vous utilisez les notions de base de Kubernetes pour faire du autoscaling, vous pouvez autoscaler sur CPU mémoire. Mais vous avez probablement des métriques ou des métriques sur lesquelles vous voulez autoscaler qui ne sont pas CPU mémoire. C'est la possibilité que KEDA vous donne. Et donc, dans le cas précis, on est capable d'utiliser les métriques de consommation d'énergie pour être capable d'aller dynamiquement faire le scheduling. C'est un peu ça l'idée. Ah, c'est le dernier slide. Bon, alors, voilà, hein, j'avais prévenu, pour ceux qui gèrent des plateformes, c'est intéressant, les développeurs un peu moins. Mais j'ai un point pour les développeurs. Qui fait du Java? Ah, c'est pas sexy, je suis désolé. Qui fait du Kotlin ou Scala? Ouais, pas tellement plus. Bon, l'idée, c'est que dans la GVM, vous avez GraalVM, qui est une autre façon d'exécuter des binaires Java, qui permet en fait d'aller compiler votre code de telle sorte que le footprint il va être beaucoup plus petit et qu'au runtime, ça va être beaucoup plus efficace. Si vous faites du Java, vous avez du Java dans vos environnements, allez sur GraalVM ou allez sur une technologie qui s'appelle Quarkus, qui est plus cloud native. Si vous utilisez du Spring Boot, mettez Spring Boot sur le côté, regardez Quarkus, blazing fast. OK, ce que vous pouvez faire, les trois actions. La première, c'est Infrastructure as a Service. Être capable d'aller déplacer vos applications sur différents types de centres de données basés sur à quel point ce centre de données consomme de l'énergie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le serveur consomme quoi qu'il arrive, donc essayez de maximiser la raison de pourquoi il consomme. Ouais, bon, voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que mon temps est écoulé. Est-ce qu'il y a des questions? J'arrive à rien à voir. Merci pour la présentation. J'ai une question. Tu as parlé tantôt qu'il y a 3 scopes, mais je n'ai entendu pas la différence du scope 1 et 2. Ah, ça, c'est parce que j'avais pas mon slide. Et... ouais, parce que j'avais des beaux slides. OK. Scope 2, émissions des centrales électriques liées aux besoins énergétiques des entreprises. Scope 1, émissions directes liées aux opérations. Est-ce que ça clarifie un petit peu avec ces définitions? Oui. Alors, oui. Toute l'énergie du serveur, ça c'est scope 2? Voilà, ben là, c'est pour ça que j'avais une belle image que je n'avais pas eue tantôt. Donc, scope 1, c'est vraiment dans vos centres de données le fuel tank. Okay. Le serveur, ça va être du scope 3.
en fait? Ben, parce que, OK, si on regarde le scope 2, ce qu'on dépense d'énergie pour alimenter un serveur, OK, scope 2, c'est ce qu'on dépense d'énergie. Mais maintenant, tout le serveur, pour arriver là où il est aujourd'hui, toute le supply chain en amont ou en aval, ça, c'est scope 3. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci. Oui, avec plaisir. Oui, j'avais quelques jolis slides que vous n'avez pas vus. On a une question ici. Salut, je trouvais intéressante ta présentation et à la fois on parle d'économie d'énergie et indirectement c'est aussi de l'économie financière parce que si nos applications et nos déploiements, nos clusters sont plus optimum énergétiquement, techniquement on crame moins de CPU. Si on est dans le cloud, on consomme moins de CPU aussi, indirectement on dépense moins d'argent. Et on-prem, bah, c'est de l'énergie en moins et donc financièrement intéressant. Oui, absolument. Et en fait, c'est un des critères à utiliser quand vous bâtissez vos... je cherche le français, là, le business case. Là. En tout cas, si vous faites un business case pour une application et que vous allez être capable de prouver qu'il y a à la fois un bénéfice d'un point de vue finance, mais aussi un bénéfice d'un point de vue footprint énergétique dans votre application, je pense que c'est un second point que vous pouvez ajouter dans vos business cases. C'est vraiment quelque chose qui va aider, parce que d'un point de vue exécutif, dans vos compagnies, c'est certain, a priori, qu'il y a un enjeu à essayer d'améliorer, en tout cas pour les compagnies cotées en bourse, un enjeu pour aller améliorer la consommation des énergies. Et donc, moi, je le vois plus comme un atout pour aider l'organisation à aller dans le bon sens et éventuellement... de façon très égoïste, pousser mon projet. Merci à tous. Pour ceux qui parlent anglais, j'espère que vous avez compris un petit peu. Ouais, j'ai eu 1 ou 2 thumbs up. Merci, merci à tous. Très bonne journée. Merci Alexis. Merci pour avoir relevé le défi de présenter sans tes premières slides. Encore désolé pour ça.